Merci, bonsoir à tous. Voilà, faites quelques photos parce que j'ai dit à ma femme que j'allais au Luxembourg, je vais rentrer avec le bronzage d'Ibiza. Juste que j'ai quelques preuves. Merci beaucoup. Je vais vous parler comment est-ce qu'on va collaborer, comment est-ce qu'on va travailler dans le futur. J'espère que vous allez voir les slides qui vont s'afficher. Voilà. Et pour me présenter rapidement, si vous êtes allé sur LinkedIn, vous êtes allé voir mon profil, vous en êtes peut-être reparti un peu plus confus qu'avant. Ce que je fais, c'est assez dur à expliquer. J'ai un pied dans le monde de l'entrepreneuriat, un pied dans le monde de l'investissement, un pied dans le monde des médias. Et en fait, je suis dans le fond passionné par ce qu'on vit depuis 2007 à peu près, l'arrivée du smartphone, qu'on peut résumer comme ça en deux images, si vous les voyez. À gauche, c'est en fait le nombre d'appareils qu'on a maintenant dans notre poche, sous la forme de smartphone. Et puis à droite, c'est un petit résumé de l'adoption de cet appareil. Alors l'image du haut, c'est l'élection de Benoît XVI en 2005, c'est à la place Saint-Pierre. Et en 2013, c'est l'élection de François Ier, le pape suivant. Vous voyez, il y a une petite différence. C'est la forêt de smartphones, en fait. Et donc, il y a cet appareil qui, maintenant, qu'on appelle encore un téléphone, alors qu'on l'utilise pour tout, sauf pour téléphoner, et qui est dans la poche de tout le monde. Et donc, moi, j'observe tout ça, j'essaie un peu de comprendre l'impact de cette collision. Et alors, je suis assez occupé en ce moment. Il y a des choses assez folles à décoder, par exemple. Alors ça, c'est des vrais titres de presse, hein. Les robots américains perdent leur job au profit des robots asiatiques. Voilà, on en est là à faire la chronique des robots qui perdent leur job. Si vous avez acheté des Nike, peut-être vous avez dû attendre le patch pour que les lacets puissent se faire, parce qu'il y avait un bug et du coup les Nike ne s'attachaient plus. Les gens qui appellent les médias en leur disant « Les premiers mots de notre bébé, le premier mot de notre bébé, c'était Alexa ». Si vous avez un assistant personnel Amazon, vous savez que Alexa, c'est le mot qu'on dit, comme on dit OK Google ou Siri sur Apple. Et donc le bébé avait tellement entendu le mot Alexa que c'est devenu son premier mot. Et les parents ont appelé fièrement les médias, ce que je n'aurais personnellement pas fait. La technologie envahit notre société, elle envahit nos bureaux. Elle arrive aussi sur la religion. Le pape a prié récemment pour que l'intelligence artificielle ne fasse pas de mal, elle soit toujours au service de l'humanité. Ça touche même les animaux. Si vous avez un chien, qu'il pleut, que vous n'avez pas envie de le sortir, il existe une option, le drone, promeneur de chiens. Voilà, eux aussi, leur vie a changé. Donc je m'intéresse à cette collision en fait entre la technologie et les entreprises et la société. Et puis mon job, alors, c'est un de ces posters un peu de motivation, un peu cheap comme ça, mais c'est Wayne Gretzky, vous reconnaissez peut-être, le plus grand joueur de hockey du monde. Et puis là, cette phrase, il dit « Moi, j'étais bon parce que je n'allais pas là où était le palais, j'allais où le palais sera ». Et donc, c'est un peu ce que j'essaie de faire. J'essaie de comprendre où va la société et d'anticiper. Et puis, c'est ce qu'on fait quand on est investisseur. On se dit, cette start-up qui est aujourd'hui toute petite sera très grosse demain. Donc, je vais les aider à accélérer. Et pour autant, des fois, on me dit que je suis futuriste. Alors, j'aime pas trop quand on me dit que je suis futuriste. Parce que pour moi, futuriste, ça n'existe pas. Et je vais essayer de vous le prouver avec une très courte vidéo. Vous allez voir en quelques secondes ce point, vous l'aurez compris. Vous reconnaissez peut-être nos voisins du Groenland. Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévue, celle-là? Vous voyez, Jules-Édouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. Pas besoin de longs débats pour démystifier les charlatans. Les gens qui sont capables de prédire l'avenir n'existent pas. Je ne suis pas meilleur que les autres. Et ce soir, je ne vais pas vous amener des réponses. Je ne connais pas le futur, mais je vais vous poser des questions parce que c'est vous qui allez devoir répondre à ces enjeux. Donc, quelles sont ces questions que je vais aborder ce soir? À quoi va ressembler le travail post-Covid? On a tous vu les bouleversements. Qu'est-ce qui va nous rester une fois que cette histoire sera repartie? Quels outils sont à disposition des PME, des TPE? Comment trouver l'équilibre entre les humains et les machines? Un des grands débats de notre époque. Et puis finalement, comment est-ce qu'on fait pour naviguer un monde qui est imprévisible? C'est les 4 points que je vais aborder ce soir. Alors le travail post-Covid, donc il y a eu ce virus qui est arrivé, hein, où d'un seul coup, quand vous étiez bloqué sur une île déserte, il y avait un paquebot qui passait, vous cachiez derrière l'arbre pour surtout pas qu'il s'arrête. C'est ça que le Covid a quand même changé beaucoup de choses. Et puis on s'est retrouvé avec ce télétravail qu'il a fallu incorporer dans nos entreprises. Et donc les processus se sont digitalisés, hein, on a pu refaire l'histoire. Si
Jésus avait fait le dernier repas sur Zoom, ça aurait donné ça. Ça a été super, en Californie les gens se sont achetés des vannes, on a fait la van life, on est parti sur la route pour travailler pour sa société à l'autre bout du monde. Et puis la productivité est vraiment montée en flèche au début dans pas mal d'endroits, d'entreprises, parce que c'était nouveau, c'était chouette, ça faisait des années que les gens se demandaient quand est-ce qu'on les laisserait travailler à la maison. Et puis malheureusement, depuis quelques mois, et alors c'est pas très scientifique tout ça, hein, c'est mes observations à moi, j'ai pas fait de sondage derrière ça, mais tous les gens avec qui je parle dans les entreprises me disent la productivité, en fait, ne cesse de baisser, et puis maintenant on est peut-être même arrivé à un stade où on est moins productif qu'avant. Qu'est-ce qui se passe ? Un ami entrepreneur me disait, c'est une personne qui gère une entreprise de 60 salariés, 80 salariés, il me disait, mais en fait, on est arrivé au bout de notre capital social. C'est-à-dire qu'avant, on se connaissait tous, on passait du temps ensemble. Quand on a travaillé à distance, pendant quelques mois, c'était simple de collaborer. Et puis en fait, on s'est usé. On n'a plus vraiment ce qui nous retenait. Il y a des personnes nouvelles qui sont arrivées, on n'a pas forcément pu leur transmettre comment est-ce qu'on voulait travailler. Il y a des gens qui ont pris leur distance, on n'arrivait plus à communiquer la culture de l'entreprise. Et du coup, c'est vraiment un des grands défis qu'on a. Et puis alors là, c'est fascinant de regarder comment les entreprises veulent y répondre. Donc vous avez d'un côté les Google, Microsoft, etc., Facebook de ce monde qui disent à leurs employés ne revenez pas au bureau. Ils n'arrêtent pas de repousser la date de retour au bureau. Et puis à l'inverse, vous avez les entreprises qui disent attention, si vous ne revenez pas au bureau, on va vous licencier. Donc en fait, c'est une grande question. Bien sûr, je prends les extrêmes, il y a toute la palette au milieu. Mais c'est une des grandes questions. Où est-ce qu'on va mettre ce point d'équilibre entre le télétravail et le présentiel? Et alors à mon avis, il y a des indices à chercher dans des entreprises qui sont là depuis très longtemps. Ça, c'est une entreprise qui fait son IPO aujourd'hui, je crois, c'est GitHub, qui est en fait un outil pour les développeurs, qui est extrêmement populaire. Alors eux, ça fait une dizaine d'années que c'est une société qui est complètement remote, et ils ont un manifesto que vous pouvez voir sur leur site, qui est très intéressant. Et puis ils donnent en fait les 7 clés alors vous n'allez pas pouvoir le lire, notamment à cause du soleil, mais les 7 clés qui permettent d'avoir une entreprise qui fonctionne à distance. Et puis le point numéro 6, c'est se voir dans la vraie vie. Et moi je crois que l'équilibre en fait, il sera vraiment quand on arrivera à combiner les deux. Je suis au conseil d'administration de start-up, ce que je leur dis c'est essayez de travailler à distance, mais une fois par mois, retrouvez-vous, travaillez ensemble, faites la fête. Une semaine avant ce moment où vous êtes ensemble, interdit de faire des rendez-vous sur Zoom, interdit de faire des choses par mail, on repousse ça sur le moment où on se voit. Et en fait, il va falloir trouver un équilibre entre ces moments où on construit le capital social, ces moments où on est ensemble, et à l'inverse, ces moments où on télétravaille. Mais c'est une grande question, et chacun de vous, dans vos entreprises respectives, allez devoir positionner le curseur, et ça va être quelque chose de très important. Où est la frontière aujourd'hui entre le online et le offline ? Moi, j'ai commencé la technologie dans les années 90 et 90, et à l'époque, on parlait de e-commerce. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le e-commerce ? Qu'est-ce que c'est le e-commerce ? Vous achetez un truc sur un site internet, vous allez chercher dans un magasin. C'est du e-commerce ou c'est du commerce ? Bon. La frontière disparaît. Une des meilleures preuves, c'est qu'Amazon ouvre des magasins physiques. Amazon, qui est le champion mondial du e-commerce, s'est acheté une chaîne de supermarchés. Quand vous êtes chez Whole Foods, est-ce que vous êtes dans du e-commerce ou dans du commerce ? Bon. Et en fait, cette frontière, et ça c'est un des grands impacts qui a été accéléré par le Covid, cette frontière, à mon avis, n'existe plus aujourd'hui. Quand vous allez chez McDo ou dans n'importe quel autre endroit où il y a ces bornes de commande, de plus en plus on vous demande, voulez-vous vous loguer ? Pour commander au restaurant, je vais devoir me loguer avec mon compte, comme si j'étais sur un site internet. Pourquoi ? Parce que ça va leur permettre de réconcilier mon identité, de connaître un peu mes habitudes, de me faire des offres, etc., etc. Mais là, est-ce qu'on est dans du e-commerce ? Est-ce qu'on est online ou est-ce qu'on est offline ? Impossible de répondre à cette question. Vous avez des apps qui sortent, ça c'est une app que j'aime beaucoup qui s'appelle Hero, et en fait qui permet aux magasins de digitaliser la relation avec les vendeurs. C'est-à-dire que vous pouvez contacter les vendeurs d'un magasin précis avec qui vous allez pouvoir en live chatter. Ils vont pouvoir aller dans les rayons, vous montrer des choses, vous faire des offres, vous allez pouvoir échanger avec eux en texte, en SMS, aussi en vidéo. Et en fait, de nouveau, on ne sait plus si on est en ligne ou pas. Walmart a refait tout le design de ses magasins. Comment est-ce qu'ils ont choisi le nom des allées ? C'est exactement les catégories qu'il y a sur leur app et sur leur site internet. Donc le e-commerce est venu façonner le layout du magasin physique. Il y a un phénomène que vous avez peut-être vu passer qui est énorme,
c'est le téléshopping 2.0, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais ça marche très très fort en Chine. C'est des gens qui vont en live, sur du live streaming, et qui vendent des objets. Puis ça, c'est la reine du live streaming qui déplace des centaines de millions de dollars de vente en ayant finalement quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait il y a une centaine d'années, des gens qui étaient sur un stand et puis qui haranguaient comme ça la foule. Et donc, une des grandes questions, à mon avis, c'est que, enfin, un des grands impacts, c'est que cette frontière entre le online et le offline n'existe plus. Moi, quand je pars sur la route avec mes filles, ça c'est mes 2 petites filles, les 2 plus petites, et puis un jour, Louisa, aujourd'hui elle a 8 ans, et on est rentré dans la voiture, elle avait un iPad parce qu'on fait des trajets assez longs, et elle m'a dit, mais papa, Netflix, il marche plus. Et parce qu'on était parti de la maison, il n'y avait plus le Wi-Fi, et sur sa tablette, elle n'avait plus le Wi-Fi. Et je me suis dit, est-ce que je lui explique la notion de offline? Et finalement, je me suis dit, non, ça ne sert à rien, parce que d'ici 2 ou 3 ans, de toute façon, ça n'existera plus. Il y aura la 5G sur tous les appareils, on sera connecté tout le temps. Ce n'est pas la peine de lui encombrer le cerveau avec cette notion. Et je pense que ça, c'est une des grandes questions qu'on aura dans les entreprises, c'est comment est-ce qu'on va gérer la disparition de cette frontière entre le digital et le physique. Un dernier point là-dessus, sur ce qui nous attend après le Covid au niveau du travail, c'est quels sont les risques qu'on va devoir gérer. Alors d'abord, il y en a un premier, c'est que dans les entreprises, maintenant, on a créé un peu 2 catégories d'employés. Il y a les gens au bureau, dont la machine de travail est principalement un PC. Accessoirement, ils vont avoir un smartphone. Et puis vous avez les gens qui sont sur le terrain. Donc ceux qui sont au bureau vont pouvoir travailler à distance de chez eux. Et puis vous avez les gens qui sont sur le terrain. Les contrôleurs, les policiers, les serveurs, etc., etc. Tous ces gens-là, leur outil de travail principal, c'est le smartphone. Éventuellement, ils ont un PC. Mais en fait, il y a une vraie problématique de gérer des gens qui n'ont pas la même réalité, certains qui vont pouvoir travailler de chez eux, d'autres pas, qui ne seront pas équipés de la même manière, et pourtant qu'il va falloir faire collaborer. Et puis un autre, alors je sais qu'il y a les bourgmestres qui sont là ce soir. Alors moi j'ai grandi en France, on appelle ça un maire, maintenant je vis en Suisse, on appelle ça un syndic. J'apprends que chez vous c'est un bourgmestre ou une bourgmestre. Alors c'est très d'actualité en Suisse parce qu'il y a beaucoup de villes qui se sont fait hacker ces derniers jours chez nous. Alors je voulais vous montrer un des grands problèmes que pose la digitalisation, c'est la protection des données. Alors ça, vous allez voir, c'est une visualisation qui met sur une timeline, sur un axe de temps, le nombre de fuites de données qu'il y a eu par année. Alors vous voyez, on va commencer en 2004, et puis vous allez voir, l'image va descendre, et on va aller vers 2020. D'accord? On commence en 2004, et on avance dans le temps. 2006, 2008, 2010, 2020. Aujourd'hui, c'est devenu un des gros enjeux majeurs de la digitalisation, la protection des données. Je suis allé tout à l'heure ce matin sur Google News, j'ai tapé fuite de données, et puis vous voyez qu'il y a énormément de choses qui sortent, qui sont toutes très contemporaines. C'est des choses qui datent d'il y a quelques jours. Il y a une fuite sur Twitch, il y a une fuite au niveau du pass sanitaire en France, ça n'arrête pas. Donc ça, c'est un des grands enjeux de cette digitalisation, c'est un des grands défis qu'on aura à relever dans le futur. Et une phrase que j'aime beaucoup, c'est un consultant gallois, Johan Semple, c'est lui qui avait digitalisé la BBC dans les années 2000, et j'avais eu la chance de le rencontrer à une conférence, et il disait, je vous ai dit la version originale, mais il disait, il faut faire attention parce que c'est beaucoup plus facile pour une organisation de digitaliser ses dysfonctionnements que de profiter du passage à la digitalisation pour les résoudre. Et donc malheureusement, le digital n'est pas une panacée, ça ne résout pas tous les problèmes. Il faut continuer à faire attention à gérer ces défis parce qu'ils sont bien réels et ce n'est pas parce qu'on est passé dans le cloud qui n'existe plus. Un deuxième point, c'est celui des outils. Alors on est là aujourd'hui, c'était fascinant d'aller voir les outils qui sont aujourd'hui à la disposition des entreprises. On m'a dit que la plupart d'entre vous étaient PME, TPE, très petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Ben c'est vrai que moi, j'ai une société aussi avec quelques employés et c'est ma réalité d'être dans vos chaussures. Et alors, ce qui est fascinant, c'est de voir les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, à cette époque-là. Tout à l'heure, je suis allé faire, je ne sais pas si vous l'avez vu, la démo avec cette espèce d'outil de téléportation où vous êtes filmé et vous pouvez, comme ça, directement intervenir sur une audience à distance. J'ai demandé s'il y avait un plugin pour enlever le double menton, mais malheureusement, ils m'ont dit que c'était encore en développement.
Mais c'est assez extraordinaire comme ça devient accessible à monsieur tout le monde quasiment, d'avoir ce genre de technologie qui est extrêmement avancée. Une autre technologie qui était dans la salle, c'était chez Sennheiser. Fascinant, ces micros qui sont capables d'aller prendre le son. Je leur fais pas honneur là peut-être. C'est qu'en fait, avec juste cet appareil qu'on met dans une salle, on arrive à résoudre enfin le problème, vous savez qu'on avait dans les salles de réunion quand il y avait l'espèce d'araignée qui ne marchait pas et puis les gens devaient se pencher vers le micro, etc. Là en fait on met ça au-dessus et puis on arrive à capter toute une salle et puis c'est une technologie qui coûte quelques milliers d'euros qui il y a 20 ans aurait coûté 10 fois ce prix-là. Ça c'est une société qui s'appelle Co qui vient de se lancer, qui est basée à Genève et qui en fait est un truc comme ça de vidéoconférence où on a les différents participants dans des petits cadres, super intéressant comme technologie. Vous avez peut-être vu ce que Facebook a lancé au niveau des workrooms, c'est extrêmement impressionnant, donc vous mettez des lunettes de réalité virtuelle et vous vous retrouvez comme ça dans un espace où vous pouvez collaborer. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez partager des dessins, mais aussi vous pouvez mapper votre laptop, c'est-à-dire que vous avez votre clavier, vous dites au système où est votre clavier, quelle marque d'ordinateur vous avez, et votre ordinateur va apparaître avec son écran dans le monde virtuel, vous allez pouvoir continuer à taper, à prendre des notes, ou à faire vos emails pendant que le boss parle. Mais c'est des trucs qui sont accessibles aujourd'hui et même gratuits dans le cas de certains de ces outils comme celui de Facebook. Donc ça c'est vraiment une évolution, c'est qu'on a accès à des outils ultra performants pour très peu d'argent, voire gratuits. Et puis il y a, ça je vous ai montré les outils de collaboration, il y a aussi énormément d'outils d'automatisation. Alors j'ai repris ce que j'ai trouvé tout à l'heure, mais ça c'est native.ai, il y a un des cofondateurs qui est là, qui montrait ça tout à l'heure, mais c'est en fait des outils qui vont permettre d'automatiser des processus de reconnaissance de documents. Vous avez des factures, vous avez des courriers, on va pouvoir les scanner, l'ordinateur va être capable d'apprendre, de reconnaître les caractères. Il y a une autre technologie qui est DocSeries, qui est plus axée sur la gestion documentaire, donc cette fois vous allez pouvoir voir tous les courriers qui vous ont été envoyés par une certaine personne. Ça, voilà. Donc, des technologies de collaboration qui deviennent accessibles pour les PME, des technologies d'automatisation. Et puis, un des points qui est fondamental à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir les outils des grandes entreprises pour une fraction du prix. Je vais raconter une petite histoire. Je suis au conseil d'administration de cette boîte qui s'appelle Monito. Si vous envoyez de l'argent à l'étranger, allez sur monito.com et on va vous dire quel est l'opérateur qui coûte le moins cher. Et en fait, Monito, au départ, c'était un projet qui s'appelait TawiPay. Ils ont lancé ça il y a 8 ans, et puis ils trouvaient ça super, TawiPay. Sauf que TawiPay, ça pose un grand problème. Ça ne passe pas le test radio. Vous n'allez pas le voir, mais le point ici, c'est que si vous faites écouter, si vous dites à quelqu'un TawiPay, il va y avoir des dizaines d'orthographes différents. T-A-O-U-I, T-A-W-I, etc. Donc au conseil d'administration, il y a 3 ans ou 4 ans, on leur a dit le matin, les gars, il faut trouver un nouveau nom. Et l'après-midi, j'ai reçu justement ce graphique et une proposition de nom. Ils m'ont dit, ça serait bien qu'on s'appelle Monito. Et avec ça, il y avait donc un sondage qu'ils avaient fait sur les orthographes qui étaient utilisées par les gens quand on leur disait TawiPay et les orthographes qui étaient utilisées quand on disait Monito. Et Monito, 50% des gens l'avaient directement juste. Donc dans Google, ça allait nous favoriser pour mieux réussir. C'était 4 heures après qu'on ait parlé de ça. Donc je me suis dit, bon, vu que c'est un processus qui dans une entreprise normale, dans une grande entreprise, aurait pris 12 mois et un budget consulting de 20 millions, je vais quand même les appeler pour voir comment ils ont fait. Et donc le CEO, François Briot, m'a expliqué, il m'a dit, on est rentré au bureau, moi j'ai pris mon téléphone, j'ai dit TawiPay dedans, je me suis enregistré en train de dire TawiPay dedans, et puis on a envoyé ça sur la plateforme Mechanical Turk d'Amazon, où il y a des millions de gens qui font des micro-tâches qu'on rémunère avec malheureusement des micro-salaires assez souvent, mais on leur a dit, écoutez ce fichier et tapez ce que vous entendez. Et en fait, en 1 heure, ils ont fait un sondage mondial dans 150 pays sur la pertinence de ces 2 noms-là. Puis à la fin, je demande à François, je lui dis, mais donc, c'est intéressant ça, et combien ça vous a payé? Il m'a dit, c'était cher, on a payé $50. Ce qui est très intéressant, ce que je veux dire par là, et Monito communique beaucoup sur les outils qu'ils utilisent, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a accès à des outils incroyables
avec le cloud, notamment, pour des prix qui sont absolument dérisoires, le plus souvent, par rapport à ce que coûtaient ces technologies. Voilà. Dans un smartphone, vous avez plus de technologie que les ordinateurs qui ont emmené les humains sur la Lune, vous le savez. Et un smartphone, aujourd'hui, il y a moyen d'en acheter pour 100 €, 200 €. Donc c'est vraiment important, et voilà le Monito, allez voir, ils font un travail extraordinaire avec une centaine d'outils cloud qu'ils utilisent. Et en fait, le mécanisme sous-jacent, enfin, ce qui se passe, c'est tout simplement la loi de Moore. Vous avez peut-être entendu parler de cette loi, du nom de l'ancien CEO, du fondateur de Intel, qui disait les processeurs vont devenir plus rapides et moins chers avec le temps. Et c'est vraiment ce qui se passe, c'est vraiment ce qu'on voit. Et ça, c'est un autre slide qui a été fait par un ami qui est directeur informatique d'une boîte qui s'appelle Contigo maintenant, et en fait qui disait, lui en tant que directeur informatique, c'est comme s'il devait gérer un iceberg, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses qui sont sous la ligne de flottaison, qui ne sont pas son problème. Quand vous gérez une informatique, vous ne pensez pas à gérer le courant électrique, vous ne pensez pas à construire vos propres disques durs, vous achetez tout ça. Et en fait, il m'expliquait qu'avec le temps, il y a de plus en plus de choses qui justement, il peut outsourcer, il peut envoyer vers des prestataires, externalisés. Et ça, c'est vraiment l'histoire de ce qu'on voit aujourd'hui avec ces outils de plus en plus complexes qui deviennent accessibles. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que c'est une vraie opportunité pour les PME. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez tout à fait rentrer en compétition avec des grandes entreprises. J'aime beaucoup cette photo. Vous voyez à gauche la reporter de la télé de CNN, ou je crois que c'est, on voit le logo, ouais, c'est CNN, la reporter de CNN avec tout le matériel, le caméraman, l'éclairage, etc., etc. Et puis à côté, vous avez la start-up, vous avez la PME qui est venue avec son iPhone sur un trépied, qui probablement fait la même qualité d'image, qui produit la même qualité de sortie, en termes d'audio, en termes de vidéo, mais avec une fraction du prix. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une énorme opportunité qu'on vit, parce qu'on a la possibilité d'avoir des outils qui démultiplient les forces, quelle que soit la taille de son entreprise. C'est peut-être même des fois un avantage d'être plus petit, parce qu'on n'a pas de choses à enlever. Une des autres grandes questions, c'est qu'est-ce qui va être automatisé? Qu'est-ce que l'IA va pouvoir faire pour nous? Alors, il y a énormément de fantasmes, c'est un sujet, il s'est un peu calmé en ce moment, parce qu'on a d'autres choses à faire, mais c'était une des grandes peurs technologiques il y a quelques années, c'était qu'on allait être au chômage à cause des robots. Il y avait des sondages un peu alarmistes comme ça qui sortaient. 33% des jobs auront disparu d'ici 2025, 47% des métiers d'aujourd'hui auront disparu. Alors quand vous automatisez vos entreprises, c'est peut-être une question que vous allez vous poser. Est-ce que je vais mettre des gens au chômage? Est-ce qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi? Et en fait, je voudrais vous donner ce qui, à mon avis, est la clé de lecture qui permet de répondre à cette question. Ça, c'est une étude d'un grand cabinet de conseil. Et en fait, ce qu'ils essayent d'expliquer, c'est qu'il ne faut pas penser en termes de métier. Il faut découper un métier en tâches. C'est-à-dire que si vous êtes, David est manager, dans son quotidien de manager, il va parler avec des gens, il va rencontrer des clients, il va rentrer de la donnée, il va traiter des emails, etc., etc. En fait, ce n'est pas au niveau de son job, de façon globale, qu'il faut se poser la question. C'est au niveau de chacune de ses tâches. Et en fait, ce qu'ils ont fait dans cette étude, alors malheureusement, j'espère que vous pouvez le voir sur les écrans derrière, je vais essayer de le lire, ils ont fait décomposer les différents métiers en choses qui sont automatisables. Les plus automatisables, qu'est-ce que c'est? C'est le travail physique prédictible. C'est prévisible. Hein, c'est les temps modernes. Chaplin, qui doit serrer ses boulons sur la ligne de tayloriste. Mais ça, c'est physique et prédictible. Ça va être extrêmement automatisé. Processing de données, collecte de données, c'est des choses, je viens de vous montrer les exemples de 2 sociétés qui font ça, c'est des choses qui vont très probablement être complètement automatisées. Ensuite, vous avez ce qui est susceptible d'être automatisé. Travail physique imprévisible. Pensez à une serveuse dans un restaurant, d'ici à ce qu'un robot arrive à avoir la même capacité à faire énormément de choses différentes. On n'y est pas encore, mais peut-être on y sera un jour. Et puis l'interaction avec des tiers, on a vu avec les chatbots, c'est pas encore très au courant, très fonctionnel, mais peut-être qu'on y arrivera. Et puis ensuite, vous avez les choses qui sont très improbables. C'est très improbable qu'on arrive à les automatiser. Par exemple, appliquer une expertise, pensez à, je sais pas moi,
un menuisier, une chirurgienne, je ne sais pas quoi. Appliquer une expertise et puis tout ce qui est management. Et en fait, ce qu'il faut comprendre pour répondre à cette question de ce qui va être automatisé, il faut regarder les différents métiers. Qu'est-ce qui les compose? Est-ce qu'ils sont composés de choses qu'on va pouvoir automatiser ou est-ce qu'ils sont plutôt composés de choses qu'on ne va pas pouvoir automatiser? Et donc ça, c'est une question. Il y a énormément d'informations. Je vous enverrai ce slide. Vous pourrez regarder par vous-même, passer du temps dessus, trouver où vous êtes, où est votre industrie là-dedans, voir si vous êtes d'accord ou pas. Hein, c'est des prévisions, donc ce n'est pas de la science infuse. Mais en fait, il y a à l'intérieur de nos entreprises des choses qui vont être automatisables et d'autres qui ne vont absolument pas l'être. Et l'histoire nous dit, je n'ai pas le temps de vous parler de ça, j'avais créé une émission de radio et de télé avec Arte que vous pouvez trouver facilement, qui s'appelle Paléo Futur, où en fait on fait l'histoire notamment des peurs technologiques. Ça fait des années, à chaque révolution industrielle, on a peur qu'il y ait du chômage, et à chaque fois en fait on en ressort avec plus d'emplois, parce que la technologie détruit des métiers, mais elle ne détruit pas des emplois. Et donc, c'est une question à laquelle vous allez faire face. Qu'est-ce qui va être automatisé? Qu'est-ce qu'il est pertinent d'automatiser? Ben, gardez ça à l'esprit. Il y a des choses automatisables, il y a d'autres qui ne le sont pas. Concentrez-vous, les humains, sur ce qui n'est pas automatisable. Mettez les machines sur ce qui est automatisable. Et puis ben, faites attention, parce qu'il y a souvent des fausses bonnes idées. Ça, c'est les trucs de gestion des queues, alors qui est en soi une super idée. Ça évite que les gens se battent quand ils attendent. Puis la réalité, assez souvent, c'est que finalement, on doit avoir un employé qui s'occupe de la machine. C'est une photo que j'ai prise à la gare de Lausanne, en Suisse. Parce qu'en fait, il y a des utilisateurs qui ne savaient pas, qui n'y arrivaient pas à se servir de cette machine. Donc, on a voulu automatiser pour économiser un emploi, puis on se retrouve avec un humain qui doit assister la machine, sachant qu'en plus, peut-être qu'il y avait des solutions non technologiques à ce problème de la gestion de queue. Hein. Ça, c'est ce qu'ils font aux Philippines. J'aime beaucoup quand vous voulez gérer une queue aux Philippines. Vous arrivez dans la queue, vous enlevez vos tongs, vous allez vous asseoir, et puis quand c'est votre tour, vous faites avancer les chaussures de tout le monde comme ça. Et là, il n'y a pas besoin de tickets, il n'y a pas besoin d'informatique, ça tombe jamais en panne. Donc, il y a aussi des fois des solutions, des choses, on peut résoudre des problèmes sans passer par la technologie. Sur cette question de l'équilibre entre l'humain et la machine, où sera l'équilibre? Est-ce que le futur, c'est ça? L'usine chinoise dystopique avec pas un humain en vue? Est-ce qu'on va vers des camions sans pilote? Ça, le jour où je croise un mec comme ça sur l'autoroute, qui appuie sur un bouton et qui sort de son cockpit, je m'arrête. J'espère que c'est pas près d'arriver à côté de chez nous. Est-ce qu'on va vers ce monde où en fait Jeff Bezos fêtera Noël avec tous ses employés robots? Moi, je pense pas en fait. Je pense que l'équilibre entre humain et technologie, il y a en fait philosophiquement des choses qui nous empêchent de tout automatiser. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Si vous prenez le drame de Germanwings, où vous avez le copilote qui met son avion volontairement dans la montagne, là on a envie de se dire automatisons les avions. C'est ce qu'on peut faire depuis des années. On serait capable, je crois que les pilotes ont un avion en main entre 3 et 7 minutes sur un vol. On pourrait automatiser ces 3 ou 7 minutes. Là, on a envie d'automatiser. Le problème, c'est que des fois, quand on prend l'avion, on décolle de l'aéroport à New York, et puis il y a des oiseaux qui rentrent dans le réacteur, il faut aller poser l'avion dans une rivière. Et ça, une IA ne pourra pas le faire, parce que le concept d'une IA, d'une intelligence artificielle, c'est qu'il faut qu'elle ait fait emmagasiner des millions de données sur les choses qu'elle doit reproduire. On ne va pas aller mettre des millions d'Airbus dans des rivières pour apprendre à une machine. Donc en fait, cet équilibre, l'état des choses, la nature fait qu'il sera toujours là. Et ce qu'il faut garder à l'esprit quand vous allez devoir choisir ce curseur entre ce que vous allez automatiser et ce que vous allez confier à l'humain, gardez en tête en fait les forces de l'un et de l'autre. Les machines ont une force physique énorme. Ça fait des années qu'on est entouré de machines. Une pelleteuse mécanique a beaucoup plus de force qu'un humain. Ce n'est pas nouveau d'avoir des machines qui ont plus de force que nous. C'est très bien pour répéter, c'est très bien pour des tâches qu'on peut prévoir, qu'on peut mesurer. Et puis l'humain a toutes ses forces. L'intelligence sociale, l'intuition, la créativité, etc. Et la réponse à cette question, à mon avis, ce n'est pas de penser l'un contre l'autre, c'est de penser les deux ensemble. C'est de se dire qu'à l'avenir, il va falloir qu'on trouve vraiment un équilibre. Chacun ses forces. Et d'ailleurs, il y a une photo qui a fait le tour du monde il y a quelques jours, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais qui était très marrante, avec iRobot,
qui est le grand vendeur de Roomba. Et leur showroom a été pris en photo avec visiblement une intervention humaine pour les aider à nettoyer le magasin. Comme quoi, on a besoin des robots et des humains dans l'avenir. Une dernière question. Je vous ai posé des questions, en fait, pour vous parler du futur. Mais peut-être que vous vous dites, c'est difficile là, de gérer mon entreprise dans un monde qui est imprévisible. Et donc, comment faire? Il y a deux solutions. Hein. Première solution, c'est de prédire le futur. Et puis, la deuxième solution, c'est de s'organiser comme si on ne pouvait pas prédire le futur. Je vous ai expliqué qu'on ne pouvait pas prédire le futur. Et donc, il faut s'organiser, il faut gérer vos entreprises en partant du principe qu'il va se passer des choses imprévues. Comme le Covid a été un énorme exemple, il y en a plein d'autres. Le 11 septembre, les crises financières, etc., etc. Heureusement, il existe en fait des méthodes pour se préparer à l'imprévu. Je vais vous parler rapidement de deux auteurs que j'aime beaucoup, un Suisse et un Belge, Yves Pigneur, qui était mon prof d'informatique quand j'étais à l'université. Puis ils ont écrit plusieurs best-sellers. Vous avez peut-être connu le Business Model Canva, qui est en fait un outil qui a révolutionné la création de start-up, expliquer la stratégie d'une start-up. Ils ont fait un nouveau livre, ils appellent ça l'entreprise invincible. Comment est-ce que des entreprises n'arrêtent pas d'innover, des entreprises comme Amazon? Et en fait, ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'à l'intérieur de la même entreprise, il faut faire exister deux mentalités. Une mentalité d'exploitation, c'est-à-dire on fait tourner le business existant, on est dans un monde connu, on est dans quelque chose de mesurable, on est dans quelque chose de prédictible, on peut faire des budgets. Le succès, qu'est-ce que ça va être dans ce monde-là? Ça va être d'améliorer les marges, ça va être de réduire les coûts. Ça, c'est une partie de l'organisation, et il faut être ambidextre, il faut aussi être capable d'explorer. Et qu'est-ce que c'est l'exploration? C'est une mentalité complètement différente. C'est une mentalité où vous allez essayer des choses, où vous allez essayer de savoir ce que pensent vos clients de nouveaux projets, de nouveaux produits. Et si ces produits marchent, vous allez investir petit à petit de plus en plus d'argent dessus. Et en fait, on ne peut pas prédire l'avenir, mais en fonctionnant comme ça, on peut s'adapter, on peut se développer dans un monde imprévisible. Et dit autrement, j'aime beaucoup aussi cette visualisation, c'est qu'en fait, dans une entreprise, dans vos entreprises, vous allez avoir des activités émergentes, c'est les petites graines, vous les plantez, vous essayez, et vous regardez celles qui poussent. Et celles qui poussent, vous les arrosez, vous leur donnez plus de ressources, et puis un jour, ces petites graines, il y en a 1 sur 20 qui va devenir un arbuste, et ensuite, il y en a peut-être 1 sur 10 qui va devenir un arbre, un business mature, qui va amener des fruits pour votre entreprise. Et donc, garder cet état d'esprit, c'est ce qui permet de faire face à un futur imprévisible. Pour conclure, je veux... ça m'avait fait beaucoup rire. Qu'est-ce qui a permis la transformation digitale de votre entreprise? Le CEO, le CTO ou le Covid-19? C'est le Covid-19 qui a amené le coup de grâce dans la transformation digitale. On en est là. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup parlé de transformation digitale. C'est Kasparov, que vous avez peut-être reconnu, qui a été un des premiers à se battre contre les machines. Il a écrit un bouquin incroyable qui s'appelle Deep Thinking sur l'intelligence artificielle, qui pour moi est le bouquin le plus intéressant sur le sujet, pas du tout technique. Et en fait, il raconte que dans le monde des échecs, je ne le savais pas, mais on peut mettre un score à tous les joueurs. Il y a un score, c'est comme l'échelle de Richter, c'est une échelle ouverte où, quand vous jouez, on arrive à vous placer sur une échelle. Et donc, les humains sont arrivés à 4500 points, je crois. Les machines ont commencé en dessous des humains, et puis dans les années 90, dans les années 90, elles sont passées devant. Et ensuite, elles ont plafonné. L'humain s'est arrêté à 4500 points, les machines étaient à 5000. Il y a quelque chose qui était à 5500. Qu'est-ce que c'était, à votre avis? Les deux ensemble. C'est en fait quand les grands maîtres d'échecs jouent avec un ordinateur, font simuler à l'ordinateur les différents scénarios, et ensuite, eux prennent la décision. Et c'est là qu'on atteint des performances qui sont extraordinaires. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on doit rechercher après ce Covid. C'est les réponses qu'on doit apporter en partant du principe que tous ces nouveaux outils ne sont pas là pour nous remplacer, mais pour nous augmenter. Merci beaucoup à vous. Je crois que maintenant, on va passer aux questions. Et je me réjouis d'entendre vos réactions et d'accueillir David qui va me rejoindre sur scène. Merci beaucoup.
Merci Laurent. L'humour y était, hein, je pense. Donc comme je vous l'avais dit au départ, on va utiliser une bonne vieille technologie qui s'appelle le SMS. Donc nous avons ici un smartphone qui va nous servir de réceptacle. Et donc nous vous invitons, vous avez les numéros qui apparaissent ici et sur les écrans, je pense, devant vous, de poser des questions à Laurent et à moi-même suite à son excellente conférence. Et j'espère à l'intérêt du coup que ça a suscité chez vous. Et sur le temps qu'on attend les questions, une fois que j'aurai allumé l'engin. Il faut allumer le... Ouais. C'est bon. La technologie fonctionne. Moi, je me suis permis, pendant la conférence de Laurent, j'avais quelques questions peut-être concrètes qui peuvent nous intéresser en tant que responsable, entrepreneur. Tu as parlé de disparition de tâches, pas de métiers. Est-ce que tu vois justement des tâches qui vont vraiment disparaître et peut-être des tâches qui vont vraiment apparaître? Alors, il y a énormément de choses qui ont disparu, bien évidemment. En fait, je pense qu'une des peurs, ça vient du fait qu'on voit... Première question. C'est parti. On voit en fait les métiers qui disparaissent autour de nous, il y en a énormément. Il y a une centaine d'années, dans les villes, il y avait des gens qui allaient allumer les lampadaires. Ces lampadaires étaient à gaz. Il y avait toute une industrie autour des chevaux, par exemple. Aujourd'hui, l'équitation, c'est devenu plutôt un truc de niche. Il y a des années, il y a un siècle, les chevaux étaient le moyen de transport. Bon, voilà. Ça, il y a énormément de métiers qui disparaissent. Et puis autour de nous, on voit que tout ce qui est automatisation, quand même, gagne du terrain, mais sur des choses très simples. Hein, ça fait 10 ans qu'on nous parle de voitures autonomes, c'est toujours pas arrivé. Il y a une bonne raison pour ça. C'est très compliqué. Il y a des choses qui s'automatisent au niveau de l'entrée de données. C'est hallucinant. Par exemple, quand on interagit avec des administrations, par exemple, l'entrée de données, maintenant, elle est faite automatiquement ou par le client lui-même. Il n'y a plus toute cette gestion de papier, la gestion électronique de documents, etc. Donc là, en effet, il y a vraiment des choses qui s'automatisent et qui vont disparaître, mais je pense que c'est pour le mieux, en fait. On arrive à automatiser des jobs qui n'étaient pas forcément passionnants. Saisir, je me rappelle, j'avais bossé avec une banque, il y avait des gens qui vérifiaient les signatures. C'est un cadeau qu'on fait à ces gens-là, qu'ils n'aient plus à regarder 10 000 signatures par jour. Tant mieux que ce soit des machines qui le fassent. A l'inverse, il y a énormément de jobs qui apparaissent autour de tous les nouveaux métiers. Pensez à tout ce qui est digitalisation, donc les spécialistes des réseaux sociaux, les spécialistes des moteurs de recherche. Il y a des industries qui apparaissent autour de nous, le e-sport. Regardez ce qui se passe dans le e-sport, c'est hallucinant. Il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo. Moi, je me rappelle, j'étais allé en Corée en 2007, on me racontait qu'il y a des parents qui allaient chercher leurs enfants sur les terrains de foot en leur disant « Arrête de faire du sport, fais des jeux vidéo, ça sera une meilleure carrière pour toi. » Et maintenant, c'est vrai, c'est une vraie carrière. Donc il y a en fait des métiers qui apparaissent tout le temps autour de nous. Et je pense que la panique vient du fait que, oui, voilà, quand on ferme une usine, ça fait beaucoup de gens qui perdent leur emploi, ça fait les news, etc. Mais on ne voit pas qu'à côté, il y a des millions et des millions d'emplois qui se créent, de jobs qui se créent, dans des choses qui ne sont pas structurées, des fois qui n'ont pas de nom. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une panique. Mais à part ça, il y a un vrai accompagnement à faire sur les gens dont les tâches deviennent automatisées. Il faut accompagner ces gens-là. Et je pense que au niveau d'un gouvernement, la réponse à ça, c'est la formation continue et d'accompagner les gens. Mais c'est un mouvement qui est inéluctable et il faut le regarder en face. Alors, sur le même thème, quelque part, j'ai une question ici qui arrive, qui dit quel type d'entreprise va disparaître? Donc là, on ne parle plus de tâches, mais d'entreprise. Et qu'en est-il des administrations? Les administrations se portent bien. Je crois que il y a de plus en plus de régulation, par exemple, dans le pays où j'habite, en tout cas, puis dans pas mal d'endroits. Je pense que voilà, je comprends pas. Enfin, c'est peut-être moi qui comprends pas bien la question, mais je pense pas qu'on puisse raisonner en termes de type d'entreprise. C'est de nouveau une administration, en fait. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pensez aux impôts. Tous les gens qui étaient là pour collecter les données, ça va être de plus en plus automatisé. Il y a par exemple la blockchain qui amène la comptabilité à triple ledger, c'est-à-dire que directement, votre auditeur peut avoir accès aux comptes, et puis il n'y a plus ce moment où vous devez réunir les papiers, les amener, etc. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces administrations vont pouvoir se concentrer sur là où il y a le plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire analyser, chercher la fraude, etc. Et donc je pense qu'à travers les différents types d'organisations, et c'est peut-être moi qui ai mal compris la question, et je m'en excuse, mais
à travers les organisations, à l'intérieur de chaque organisation, il y a des choses qui vont être automatisées, d'autres pas. Je ne pense pas qu'il y ait des types d'entreprises qui vont disparaître. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des métiers dont on aura beaucoup moins besoin. Donc on parle si vous êtes dans l'industrie du charbon, par exemple, je pense que vous avez quelques années pour développer des nouvelles débouchés. Alors, excellente transition. Et il n'a pas vu les questions. Donc j'ai une autre question ici qui dit, forcément avec l'énorme utilisation de l'informatique, de l'électronique, et donc de consommation d'énergie, cette utilisation accrue des machines, du stockage de données, donc quelque part, d'où viendra l'énergie nécessaire? C'est un vrai problème, c'est un vrai... qu'on a sur énormément de domaines, je crois, les transports, entre autres, l'agriculture, etc. D'où viendra l'énergie? Faut espérer qu'on va s'en sortir avec les énergies renouvelables. Il y a ces jours-ci pas mal d'infos sur la fusion nucléaire aussi, je ne sais pas si ça pourrait être une solution. Mais c'est très bien en fait que ce genre de questions remontent, deviennent une priorité. Il y avait une dizaine d'années quelqu'un qui avait sorti une étude qui disait qu'un avatar Second Life consommait plus d'électricité que les citoyens de certains pays d'Afrique. Bon, mais c'est sûr que c'est un vrai problème, c'est sûr qu'on est éduqué au fait que ça soit transparent, on est éduqué au fait que charger 50 appareils, c'est transparent, ça coûte rien, ça n'a pas d'impact, mais il faut qu'on change de mentalité. Et par exemple dans le monde des cryptos, qui est un monde qui est beaucoup pointé du doigt pour sa consommation énergétique, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, par exemple au niveau d'Ethereum, si vous connaissez, ils sont en train de changer le protocole pour que ça ne soit plus une course à l'armement où celui qui a la plus grosse machine gagne. Et donc il y a des solutions, mais ça va, comme le reste de la société, à mon avis, prendre du temps. D'accord. Alors j'ai une autre question ici qui est aussi intéressante. J'espère qu'elle ne vient pas dans l'employé de CK. Je plaisante. Travaillerons-nous moins d'heures ou plus d'heures à l'avenir? Travaillerons-nous plus d'heures? Alors, la marge de l'histoire, c'est sûr que c'est travailler moins d'heures, a priori. Je crois qu'il y a une centaine d'années, c'était normal de travailler 80 heures. Voilà, il y a encore, moi j'ai ma belle famille qui est aux États-Unis, il y a 2 semaines de vacances là-bas. L'autre bout de ma belle famille est en Corée, je crois que c'est 1 semaine de vacances là-bas. C'est sûr qu'on a l'impression que plus une société avance dans son histoire, plus les loisirs deviennent importants. Certainement que c'est une tendance qui va continuer. Maintenant, moi ma réponse, c'est plus de se demander, de plus en plus je me demande quand est-ce que je travaille et quand est-ce que je ne travaille pas. Rappelez-vous, quand les technologies sont arrivées, on a dit la vie professionnelle va envahir la vie privée. C'était la grande peur il y a 10 ans. Et en fait, quand vous parlez avec les ethnologues, les gens qui nous observent, ils vous disent que c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est la vie privée qui a envahi le travail et qu'on prend tous des appels privés pendant notre journée de travail. On gère tous des trucs pour notre vie privée pendant qu'on est au bureau. Et donc la vraie question pour moi, c'est est-ce qu'il y aura encore une frontière entre les deux? Et je crois que le Covid a montré à quel point c'était compliqué de travailler alors qu'on était avec toute sa famille chez soi, qu'il y a les enfants qui pouvaient interrompre, qu'il y avait des fois besoin des parents qui étaient dans un call, etc. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet. Il va falloir qu'on se reconstruise des barrières pour se protéger, pour délimiter les choses, parce que je pense que c'est bien quand même que ça soit 2 mondes séparés. Et aujourd'hui, assez souvent, ça ne l'est plus. Alors encore une question. Tu as beaucoup parlé de technologie, d'innovation entre guillemets électronique, d'applications virtuelles. Et donc la question que j'ai ici est intéressante, c'est comment gérera-t-on la fracture numérique en entreprise qui finalement grandit de plus en plus entre peut-être les pays les plus civilisés ou les mieux armés et les autres. Entre les générations dans les entreprises, bien aussi. sûr. Mais c'est un vrai problème. Alors moi, ce que j'ai essayé de faire à mon échelle, c'est c'est la 2e fois que j'en parle, mais allez regarder Paléo Futur sur YouTube, tapez ça ou sur le site d'Arte. Et en fait, ce que j'essaie de faire avec Paléo Futur, c'était de montrer que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est en fait la continuité de l'histoire. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, il y a une société qui s'appelle Kickstarter qui est créée, et les grands titres des médias, génial, on a inventé le crowdfunding. Qu'est-ce que c'est le financement participatif? Et là, donc, tous, on allume nos cerveaux, on se dit, tiens, il y a un truc nouveau à apprendre. Bon. Et puis, il y a un des épisodes de Paléo Futur où je me penche sur cette question, et puis je pose la question, je dis, mais est-ce que vous êtes déjà allé à la messe?
Est-ce que vous avez vu le petit panier à la fin de la messe là? Vous savez, c'est quoi ça? C'est du financement participatif. L'Église, c'est une start-up qui dure depuis 2000 ans. Ils ont pas mal de succès apparemment. Ils ont des beaux bureaux en Italie. Et c'est du financement participatif. Et en fait, c'est vieux comme le monde. Les emprunts russes, enfin, pensez à tout ça. Et en fait, très souvent, la technologie nous amène des vieux phénomènes dans des nouveaux habits. Les réseaux sociaux, ça n'est que la... Pourquoi est-ce que ça s'appelle un forum? Parce que dans la ville romaine, il y a 2000 ans, il y avait physiquement un endroit qui s'appelait le forum, sur lequel on venait écrire les news sur un mur, le mur Facebook. Et en fait, les citoyens venaient et puis pouvaient lire les informations qui étaient partagées avec tout le monde. À l'époque, on n'avait pas la possibilité de mettre des notes sur Internet. Donc que faisaient les voyageurs? 1 kilomètre avant une auberge, sur un arbre, ils traçaient leur review en disant cette auberge est nulle ou cette auberge est géniale, etc. Bon. Et en fait, moi je pense qu'il y a un vrai travail pédagogique, il y a un vrai travail de vulgarisation à faire, parce que la technologie c'est un sujet qui est intimidant, mais en fait, à mon avis, ça ne devrait pas être intimidant. Donc il faut aider les gens à venir sur ces plateformes. Il y a eu énormément de progrès qui ont été faits dans l'ergonomie. Je veux dire, un iPad et un PC sous Windows 95, pour ceux qui ont connu, c'était impossible à booter, il fallait changer la mémoire. Bon. Maintenant, comme on allume, ça marche. Donc ça avance, mais il faut absolument aider les gens. Et pour moi, cette fracture ne devrait pas avoir lieu. Je parle des générations. Ensuite, on est sur des histoires de développement de pays, d'accès aux technologies. Ça, c'est des problèmes sociaux qui dépassent cette question, à mon avis. Alors peut-être une dernière question pour conclure. Tu vois beaucoup d'innovations un peu partout dans le monde. Et quelle est finalement la position de l'Europe, la vieille Europe par rapport à... Tu as cité Amazon, tu as cité Alibaba. Où sommes-nous? Alors malheureusement, on a pris beaucoup de retard. Je pense que c'est des sujets qu'on n'a pas assez... qu'on n'a pas voulu regarder. On a un petit peu de mal des fois, on a une certaine inertie. Et on n'a pas voulu voir que c'était les choses qui étaient fondamentales qui se jouaient. Donc aujourd'hui, on est dans une position difficile. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un, disait oui, voilà, le régulateur nous dit quand vous êtes une banque, vous devez avoir vos données sur le territoire national. Comment est-ce que vous savez que vos données restent sur le territoire national si vous utilisez un logiciel fait par une société américaine qui tourne avec des processeurs fabriqués en Chine, etc., etc. C'est des vraies questions où nous, Européens, on est un peu spectateurs. Donc je pense qu'on a pris du retard. Et j'espère qu'on va commencer à peser. Un des GDPR, la régulation, a eu un impact mondial. C'est-à-dire qu'on l'a fait en Europe et maintenant le monde entier fonctionne de cette manière-là. La Californie a repris une législation similaire, d'autres pays ont suivi. Donc je pense qu'il faut qu'on continue à peser, à utiliser notre masse collective pour peser globalement sur les entreprises qui nous envahissent un peu comme ça des fois avec leur technologie. Et puis j'espère que, moi j'ai vraiment une vision que la technologie doit rester à sa place, que c'est un outil qui sert l'humain. Et je pense qu'en Europe, on est très bon là-dessus, on est très bon sur la créativité, on est très bon sur les relations interpersonnelles, sur l'intuition, sur faire des choses... Voilà, je pense que c'est sain, on a une façon de travailler quand même assez saine, on fait attention à la santé des gens, et ça va beaucoup plus qu'ailleurs. J'espère que ces valeurs-là sont des valeurs plus pérennes et que ça va mettre des années à s'équilibrer, mais qu'on va aller vers un monde un peu plus européen, où on travaille peut-être plus à l'européenne que dans d'autres endroits du monde. Voilà, c'est un espoir. Ok, super, merci beaucoup. J'ai reçu quelques autres questions, on va enchaîner évidemment. On a encore quelques minutes à passer ensemble. Je voulais remercier Laurent qui nous fait le plaisir de rester encore un peu avec nous. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Laurent sera avec nous en ce début de soirée. Merci beaucoup Laurent. Merci David.